À vous la parole, Monsieur Karim Bennouna. Merci beaucoup, Laëdila. Chers confrères, chères consoeurs, chers amis, bonjour. Tout d'abord, Ramadan Mubarak Saïd pour celles et ceux que je n'ai pas eu et que j'ai pas eu l'occasion de voir. Bien entendu, j'ai vraiment plaisir aujourd'hui à vous recevoir au titre de cette formation, de cette conférence qui est organisée par l'Ordre des experts comptables, qui porte sur le titre de la lutte contre le blanchiment la lutte contre le terrorisme. Je voulais sans plus tarder, avant de reprendre la parole, donner un mot de démarrage à Monsieur le Président du Conseil national, c'est Amin Bakili, et ensuite je reprendrai la parole derrière. C'est Amin, à vous la parole. Merci, c'est Karim. Monsieur le directeur chargé de l'organisation des systèmes d'information et de la normalisation comptable au sein de la DEPP, monsieur le représentant de l'autorité nationale de renseignement financier, chers consoeurs, chers confrères. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à l'occasion de ce mois sacré du Ramadan. Et donc, on est aujourd'hui très honoré de recevoir deux imminents intervenants, à savoir Simon Denarmli, adjoint au directeur chargé de l'organisation du système d'information de la normalisation comptable au sein de la DEPP, et M. Adjipar Moukrim de l'ANRF, pour présenter un sujet qui intéresse notre profession et plus généralement notre pays. Donc, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont des délits financiers qui ont des effets économiques désastreux. Ils peuvent menacer la stabilité de tout le secteur économique, et plus particulièrement le secteur financier d'un pays, et de manière générale, la stabilité du pays. Les dispositifs efficaces de lutte contre le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme sont essentiels pour protéger l'intégrité des marchés et de la structure financière, car ils contribuent à atténuer les facteurs qui facilitent les abus financiers. Les mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constituent donc non seulement un impératif moral, mais une nécessité économique. Les experts comptables que nous sommes se doivent désormais de faire preuve d'une attention nouvelle afin d'adapter nos contrôles. Ceci implique notamment qu'ils s'assurent de la bonne formation des équipes au sein du cabinet, et bien sûr, au-delà d'une formation initiale auquel nous devons tous être soumis, les experts comptables sont tenus de conserver leur formation à jour au gré des évolutions réglementaires futures. Aussi, dans le cadre de la lutte anti-blanchiment des capitaux et le financement de terrorisme, les experts comptables et les commissaires aux comptes doivent respecter une obligation de vigilance. Il ne s'agit plus seulement de prudence, les experts comptables doivent faire preuve de vigilance accrue à l'entrée et au cours de la relation avec un client. Afin de mener correctement cette mission, le Conseil national de l'ordre a entamé depuis plusieurs mois l'élaboration d'une norme qui sera communiquée incessamment et qui va mettre l'accent sur les contrôles à effectuer dans le cadre de nos missions et les démarches à faire pour la dénonciation des irrégularités. Quand je parle de missions, pas uniquement les missions de commissariat aux comptes, mais également les missions de tenue de supervision comptable. Nous sommes également en train de réfléchir à la mise en place au sein du Conseil national d'un comité LAB-FT qui va s'occuper à la fois du contrôle et des suivis de l'application de ce dispositif par les cabinets d'expertise comptable. Avant de céder la parole, je tiens à remercier particulièrement le ministère des Finances et plus particulièrement la DEPP à travers Sinan Denarami qui est en même temps représentant de l'administration au sein du Conseil national de l'ordre. Notre partenariat avec la DEPP ne date pas d'aujourd'hui, car depuis la création de l'ordre, nous avons toujours été épaulés par cette direction, par le ministère de Finances.
Et nous avons développé à travers le temps de solides relations avec 6 directions, et notamment la DGI et la DEPP. Donc, ce partenariat historique et stratégique pour nos deux institutions a porté sur plusieurs domaines. Je peux citer à titre de rappel notre participation au processus de normalisation comptable. Nos confrères participent pratiquement à tous les comités au sein du Conseil national de comptabilité. Nous avons accompagné la DEPP dans plusieurs projets structurants, les finances publiques, la gestion des entreprises publiques. Et bien sûr, au niveau de la formation, nous avons organisé plusieurs actions et nous avons signé même une convention avec l'Institut de formation des finances publiques qui vise au développement de la formation de part et d'autre. Et il y avait plusieurs actions que nous avons organisées ensemble et plusieurs manifestations portant sur des thématiques qui intéressent nos deux institutions. Donc, je remercie la DEPP pour tout l'apport, l'écoute et pour l'accompagnement de notre profession. Je remercie également l'Autorité nationale du renseignement financier et je tiens à préciser que notre profession, autant que tiers de confiance, jouera un grand rôle dans la mise en place des outils de vigilance pour lutter contre le blanchiment et du capitaux et le financement de terrorisme. Et je n'oublie pas de remercier également tous les intervenants et les organisateurs de ce webinaire. Je vous remercie de votre attention. Merci, Karim. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme vous l'avez très bien, si bien rappelé, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont des menaces réelles qui peuvent nuire à la réputation d'un pays et causer des dommages économiques et sociaux considérables. Mais entendu, les recommandations du GAFI, qui est le groupe d'action financière intergouvernementale, qui est le normalisateur un peu dans ce domaine-là, demeurent le cadre normatif de référence pour l'implémentation efficace des mesures de prévention, détection et atténuation des menaces au titre de ce blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. L'une des composantes fondamentales dans les recommandations du GAFI est donc l'instauration d'une approche de contrôle basée sur les risques. Donc, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le Maroc s'est doté de la loi 4305 du 17 avril 2007 relative donc à cette thématique et qui a successivement été complétée par les lois modificatives 1310 parues au bulletin officiel du 24 janvier 2012 et la loi 1218 publiée au bulletin officiel dernièrement, le bulletin officiel 7018 du 2 septembre 2021. Ces lois permettent bien entendu la préservation de l'intégrité de notre système financier, de prévenir le cas de blanchiment de capitaux, d'assécher les sources et les modalités de financement du terrorisme et de réprimer toute forme de blanchiment de financement du terrorisme. Par ailleurs, elles astreignent un certain nombre de professionnels, dont les experts comptables et les commissaires aux comptes, comme l'a si bien dit le Président, à des obligations destinées à favoriser la détection des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme. C'est pourquoi ce que le Conseil national organise en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances et la DEPP et l'Autorité nationale de renseignement financier, la NRF, cette action de sensibilisation et de formation au sujet de la lutte contre ce fléau. Et pour en parler, donc j'ai vraiment plaisir à accueillir parmi nous M. Nordin Armeli, adjoint du directeur chargé de l'organisation du système d'information de la normalisation comptable au sein de la DEPP, et M. Abdesbar Mouklim de la NRF. Donc M. Armeli va nous présenter à peu près autour d'une heure, une demi-heure, pardon, un peu un rappel du contexte international, les recommandations du GAFI. En fait, il va un peu planter le décor et nous expliquer aussi l'évolution de la législation marocaine et du droit positif marocain en la matière et toutes les exigences qui incombent. Et Simo Klim va aussi, de la NRF, va nous présenter un peu le rôle et les missions de la NRF. Donc, je vous rappelle que cette conférence va durer à peu près 30 minutes, qu'elle sera enregistrée et diffusée sur les réseaux sociaux. Donc, je vous souhaite une très bonne formation et je vous donne la parole, Sermli, à vous. Merci beaucoup, c'est Karim. C'est Amin Baqili, président du Conseil national de l'Ordre. C'est Moukrim, mesdames, messieurs. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter Leila Moubaraka, Awashir Mouraka, Siha ou Afia, Beshmet Mnito. On ne peut que se féliciter conjointement pour l'organisation de ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre des efforts menés par les pouvoirs publics au Maroc pour améliorer l'efficacité du dispositif national en matière de lutte contre le blanchiment.
Si vous permettez rapidement, je vais partager avec vous ma présentation. Très bien. Donc, mon intervention, elle porte sur plusieurs éléments, dont tout d'abord un petit rappel de l'enjeu mondial et le contexte national en la matière. Ensuite, on va rappeler le cadre institutionnel et juridique national. Puis, on va parler de la supervision et le contrôle tel que exercé par le ministère chargé des Finances à l'égard notamment des experts comptables. Ensuite, les différentes obligations des experts comptables en matière de lutte contre le blanchiment. Et avant de conclure, on va vous présenter rapidement les diligences entreprises par le ministère en la matière. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constituent de réelles menaces à la sécurité économique des États, à la stabilité et à l'intégrité de leur système financier. Dans ce cadre, et afin de lutter contre ces menaces, le groupe d'action financière, le GAFI, a élaboré 40 recommandations reconnues comme étant la norme internationale en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces recommandations, révisées régulièrement par le GAFI, ont vocation à être appliquées par tous les pays membres. À cet effet, le GAFI surveille les progrès réalisés par ses membres dans la mise en œuvre des mesures requises. Il évalue également les dispositifs de lutte contre le blanchiment de ces pays, ainsi que les mesures permettant de lutter contre ces phénomènes. Donc, concernant le Maroc, qui est un membre fondateur actif au sein du GAFI, elle a été placée comme une juridiction sous surveillance renforcée par le GAFI, c'est-à-dire liste grise, et ce suite à l'évaluation mutuelle menée en 2019. Cette évaluation avait mis en évidence des lacunes relevées au niveau notamment de la supervision et du contrôle des personnes assujetties, et également à l'implication insuffisante de certaines professions, notamment non financières, dont bien sûr notamment les experts ou la profession comptable d'une manière générale, et en particulier les experts comptables. À ce titre, le Maroc est entré dans le processus de suivi rapproché par le GAFI, et afin de sortir de la liste grise, le Maroc a adopté un plan d'action entre février 2021 et septembre 2022, c'est-à-dire un plan d'action depuis février 2022 et date de fin prévue septembre 2022. L'objectif est de remédier aux insuffisances constatées par l'évaluation du GAFI. Donc, la mise en œuvre de ce plan d'action prévoit plusieurs volets et dont la supervision et le contrôle occupent une place très importante. Donc, en vue de renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment au Maroc, le Royaume a adopté un cadre institutionnel et juridique adapté pour la prise en charge de lutte contre le blanchiment, notamment par la création de l'ANRF, la désignation des autorités de supervision et de contrôle et la publication et l'adaptation des textes à caractère législatif et réglementaire se rapportant à ce phénomène. Pour les textes de loi encadrant ce phénomène, il s'agit tout d'abord du Code pénal et le Code de procédure pénale, la loi 0303 relative au terrorisme de 2003, la loi 4305 relative à la lutte contre le blanchiment de 2017, etc. Donc, pour les textes réglementaires, il s'agit en particulier de décrets publiés par l'ANRF et les directives de l'ANRF et les décisions des CNASUI et les circulaires et guides en la matière. Concernant la loi 1218 qui nous concerne, donc qui vient pour modifier et compléter le code pénal, et la loi 4305 relative à la lutte contre le blanchiment, cette loi, bien sûr, elle a élargi le champ des personnes assujetties en ajoutant notamment les professionnels comptables et en particulier les experts comptables et les comptables agréés. Et elle a désigné le ministère chargé des Finances comme étant autorité de supervision et de contrôle à l'égard, bien sûr, de la profession des professionnels comptables.
Étant qu'autorité de supervision et de contrôle, le ministère chargé de finances est chargé notamment d'assurer l'accompagnement, l'appui et l'encadrement des experts comptables et comptables agréés. Également, il est chargé de surveiller le respect par ces professionnels comptables des obligations prévues par la loi, de définir des règles particulières pour chaque catégorie, bien sûr les experts comptables et comptables agréés, compte tenu de la nature de leur activité et des risques auxquels ils sont exposés, de demander tout document ou toute information nécessaire dans le cadre du contrôle sur pièce et sur place, et également de préparer des rapports sur les missions de supervision et de définir des délais, les conditions à respecter par les experts comptables et comptables agréés pour remédier aux lacunes relevées et d'infliger, le cas échéant, des sanctions disciplinaires ou financières comme prévu par les articles 28, 28.1 de la loi 43/05. Concernant donc les obligations des experts comptables, la loi a fixé bien sûr un certain nombre d'obligations qui portent sur les éléments obligatoires suivants. Donc, tout d'abord, l'identification complète de la clientèle. Ensuite, la mise en place d'un dispositif interne de vigilance, de détection, de supervision, de surveillance et de gestion des risques. Puis, la mise en place également des mesures de vigilance renforcées pour les clients et transactions présentant un risque élevé. Ensuite, un dispositif d'archivage et de conservation des informations et des documents tels qu'exigés par la réglementation en vigueur. La loi prévoit également donc l'obligation de déclaration de soupçons, la mise en place d'un dispositif de vigilance et de veille interne et de communication de tout document nécessaire aux autorités compétentes, en l'occurrence l'ANRF et le ministère chargé des Finances. Aussi, les experts comptables sont tenus de mettre en place un programme de conformité. Donc, en cas de déclaration de soupçon, le déclarant est protégé de toute poursuite pour violation de secret professionnel. Il est également exempt de toute responsabilité administrative, civile ou pénale. Les renseignements recueillis par l'ANRF et les autorités de supervision et de contrôle, en l'occurrence le ministère chargé des Finances, ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles prévues par la loi anti-blanchiment. La loi prévoit également donc des sanctions pécuniaires et pénales, bien sûr, pour les professionnels qui manquent à leurs obligations prévues par la loi. Donc, à cet égard, donc, la loi prévoit donc des sanctions pécuniaires allant de 100 000 à 500 000 dirhams sans préjudice, des sanctions pénales plus graves prévues par la législation qui leur sont applicables, et des sanctions contraignantes applicables pour infraction, bien sûr, conformément aux articles qui sont présentés devant vous. Donc, le ministère, dans le cadre de la mise en place du plan d'action élaboré par le Maroc en la matière, donc le ministère a réalisé plusieurs diligences, dont tout d'abord il y a l'élaboration et la signature par Madame la ministre d'une circulaire adressée à l'ensemble des professionnels comptables, une circulaire qui fixe bien sûr les obligations ainsi que les démarches, tout ce qui est bien sûr lié à cette opération de déclaration de soupçons. Ensuite, le ministère a élaboré un certain nombre de guides pratiques, bien sûr en arabe et en français. Ces guides, bien sûr, qui ont été élaborés en concertation avec les services relevant de l'ANRF. L'objectif de ces guides est d'accompagner les experts comptables et également les comptables agréés dans l'appréhension des exigences légales et réglementaires et l'implémentation efficace des dispositions de lutte ou bien des dispositifs de lutte contre le blanchiment et financement de terrorisme. Le ministère a développé également une plateforme au niveau du portail du ministère. Bien sûr, cette plateforme qui permet bien sûr la publication de toute documentation liée à cette opération et également les opérations et actions de sensibilisation ainsi que les plannings de ces actions.
Également, le ministère a programmé en concertation avec l'ANRF un programme ou une série de rencontres et de webinaires au profit bien sûr des experts comptables et également des comptables agréés. Bien sûr, ces webinaires vont être notamment organisés au mois de mai et au mois de juin. En termes d'actions prévues dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, donc le renforcement des actions de sensibilisation sont prévus à travers, bien sûr, la programmation d'une série de rencontres et de webinaires au profit, comme j'ai dit tout à l'heure, des experts comptables et comptables agréés. Également, on est en train d'élaborer un kit portant notamment sur un plan de supervision, sur un manuel de supervision et des outils d'évaluation des risques permettant le ciblage des experts comptables, bien sûr. Donc, ces manuels, ce plan et bien sûr ces outils vont être diffusés auprès de l'ensemble des experts comptables en collaboration, bien sûr, avec le Conseil national de l'ordre des experts comptables. Également, on va élaborer ensemble, bien sûr, nous et le Conseil national de l'ordre des experts comptables, nous au ministère des Finances, un planning de contrôle sur pièce et sur place. Et bien sûr, on va militer, on va travailler ensemble afin d'accélérer des actions de contrôle par le renforcement du capital humain, de la formation des contrôleurs en charge des missions de supervision et de contrôle, que ce soit les personnes, bien sûr, les ambassadeurs de l'ADPP ou les auditeurs de l'ADPP du ministère des Finances ou aussi également les auditeurs des représentants de l'ordre des experts comptables. Et bien sûr, je salue l'initiative de l'ordre de créer une commission qui sera chargée de la supervision de ces opérations de contrôle et dont la DPP, Inch'Allah, fera partie notamment au sein du comité de pilotage. En guise de conclusion, j'ai essayé d'être rapide, bien sûr, pour laisser le temps à mon ami Simoukrim pour présenter c'est-à-dire la présentation de l'ANRF. Donc, en guise de conclusion, pour mener les actions de sensibilisation et de contrôle conjointement et afin de contribuer aux efforts menés par toutes les parties prenantes en vue de lutter contre ce phénomène de blanchiment de capitaux de terrorisme et de préserver l'intégrité des systèmes financiers au Maroc, je vous appelle au respect de vos obligations. On appelle l'ensemble des experts comptables à respecter les obligations en la matière et qui sont considérés sans doute, bien sûr, ce respect et les considérer sans doute une contribution très importante aux efforts des pouvoirs publics pour lutter contre ce fléau et par conséquent pour améliorer l'image du Maroc et bien sûr de ne pas de sortir de cette zone grise. Et enfin, l'augmentation du nombre de soupçons reste un indicateur très important, le nombre de déclarations de soupçons, très important de l'évaluation du Maroc en matière de lutte contre le blanchiment et qui témoigne bien sûr de l'efficacité de nos actions, de nos efforts ensemble, notamment ces efforts de sensibilisation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Sénourdine. Donc Sénourdine, dans le cadre de sa présentation, a traité les thématiques suivantes. Donc, pour les reprendre succinctement, donc l'enjeu mondial et le contexte national avec une nomenclature des normes et des textes applicables et des autorités compétentes. Le cadre institutionnel, juridique et national, excusez-moi, j'ai fait l'enjeu mondial, effectivement, c'est planter le décor avec le GAFI, le contexte actuel et les problématiques mondiales. Et notamment le Maroc est en liste grise. Le cadre institutionnel et juridique, donc c'est effectivement la présentation de l'ensemble des textes juridiques et des organismes de tutelle. Toute la partie supervision et contrôle qui a été d'abord étendue à beaucoup de professionnels et qui est aujourd'hui sous l'autorité pour la surveillance et le contrôle par le MEFRA, et donc les obligations qui nous incombent à nous en tant qu'experts comptables. Et donc les diligences qui vont être effectuées par le ministère des Finances. En tout cas, encore une fois, merci pour votre brillant exposé. C'est notre il était très clair. Effectivement, l'ordre des experts comptables vous accompagnera pour d'abord la sensibilisation de notre clientèle, n'est-ce pas, en plus de nos confrères
qui, comme nous le voyons, ont des responsabilités accrues par cette politique encore de transparence et qui ne peut faire que du bien à notre pays. Sans plus tarder, je donne la parole à Siad Jbal Moukrim de la NRF donc, pour sa présentation. Et merci encore une fois d'être parmi nous, chers amis. À vous la parole. Merci, c'est Karim. Merci. Je tiens à remercier d'abord la DEPP en la personne de M. Baqeli, en la personne de M. Ramili, et l'ordre des experts comptables en la personne de M. Baqeli. Et déjà, je me réjouis d'apprendre que l'ordre compte mettre en place un dispositif dédié à la LBC-FT, et ça, c'est une bonne chose pour le dispositif. Ma présentation, la présentation que je vais faire, je vais traiter six points principaux. Je vais essayer avant de traiter l'ANRF, ses missions et son rôle dans le dispositif, je vais essayer de montrer la place des CRF, des cellules de renseignement financier au niveau international et dans les standards internationaux. Je vais essayer de traiter le point de l'ANRF, la création de l'ANRF qui a remplacé l'UTREF, et je vais traiter la question de l'ANRF en tant que maillon central du dispositif national LBC-FT et la relation ANRF et les personnes assujetties et le processus de traitement des DS. Et puis, je vais mettre en exergue la protection des personnes assujetties par la loi et dans les faits. Et enfin, je vais mettre l'accent sur des questions que j'estime importantes. Mais avant tout, je vais essayer de dire pourquoi la profession est-elle concernée. M. Ramli a déjà évoqué quelques raisons, mais je vais essayer d'en ajouter d'autres. La première raison, c'est que la loi, déjà l'article 2 de la loi 4305 évoque et liste les experts comptables parmi les personnes assujetties. Et je crois que l'article 2 et l'article 5, ils sont très clairs. Et d'ailleurs, les experts comptables, ils sont concernés doublement. Ils sont concernés en tant que contrôleurs, experts comptables, contrôleurs des comptes, mais ils sont également concernés en tant que prestataires de services aux sociétés et aux constructions juridiques. Donc, ils sont doublement concernés, déjà dans la loi, et puis dans les recommandations du GAFI, parce que le GAFI précise que les experts comptables sont des personnes assujetties, doivent être assujetties à la loi. Une autre raison qui fait que la profession est concernée, c'est qu'elle traite des opérations qui ont d'une nature c'est-à-dire à favoriser, s'il n'y a pas de vigilance, à favoriser le blanchiment de capitaux parce qu'il traite des montages financiers, la constitution de sociétés, la domiciliation de sociétés, les constructions juridiques, les opérations de grande valeur, etc. Et puis, une autre raison, c'est que à l'échelle internationale, il y a des typologies, c'est-à-dire des typologies qui ont fait que la profession était exploitée c'est-à-dire il y a des cas où la profession a été exploitée dans des cas des activités de blanchiment de capitaux et de financement au terrorisme. Et d'autre part, il y a une autre raison, et pour moi, je trouve qu'elle est la plus importante, c'est que les blanchisseurs essaient, et les criminels en général, ils essaient d'abuser de la crédibilité des experts comptables pour, c'est-à-dire pour agir de manière criminelle ou pour exercer leur activité criminelle. Et puis, une autre raison,
qui est très importante et qui est d'ailleurs d'actualité, c'est l'importance donnée aux bénéficiaires effectifs et la transparence des personnes morales. Cette question est traitée au niveau du GAFI, au niveau des standards du GAFI, dans la recommandation 24 et 25. Et la dernière réunion ministérielle du GAFI a mis l'accent sur cette question. Et le GAFI c'est-à-dire a procédé à la révision de la recommandation 24 récemment. Donc, toutes ces raisons et tous ces facteurs-là font que l'expert comptable et la profession de l'expert comptable est concernée par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement terroriste. Maintenant, pour ce qui est de la place des cellules de renseignement financier au niveau international, on a constaté ces derniers temps que le rôle des CRF au niveau international est devenu de plus en plus prépondérant. Un rôle central dans les dispositifs nationaux de LBCFT. Vous savez que la cellule de renseignement financier en général dans tous les pays, parce que tous les pays disposent maintenant d'une cellule de renseignement financier qui peut être de nature administrative ou policière ou judiciaire, peu importe la forme, mais ils doivent avoir quand on va le voir lorsqu'on va traiter la recommandation 29, on va voir quelles sont les conditions qui doivent être, auxquelles il doit répondre pour qu'elles soient conformes aux standards internationaux. Les cellules de renseignement financier, maintenant, leur rôle est de plus en plus prépondérant dans l'échange d'informations au niveau international. Le GAFI, il y a une recommandation du GAFI, c'est la recommandation 29, qui est dédiée aux cellules de renseignement financier et qui exige un certain nombre de conditions qui doivent être là pour que la cellule de renseignement financier réponde aux standards internationaux. La première obligation, c'est l'obligation pour les pays d'instituer une cellule de renseignement financier servant de centre national pour la réception et l'analyse des déclarations de soupçons et d'autres informations, bien sûr. Des informations en matière de blanchiment de capitaux, en matière d'infractions sous-jacentes et en matière de financement terrorisme. Et elle doit disposer des pouvoirs pour l'accès à une large gamme d'informations administratives, financières et informations des autorités d'application de la loi. Une autre exigence, une autre condition très importante, c'est qu'elle doit être opérationnellement indépendante et autonome. Et puis, la CRF doit disposer des ressources nécessaires pour mener à bien ses missions et être à l'abri de toute influence ou ingérence indue. Toujours dans la recommandation 29, il stipule que la CRF doit mener des analyses tactiques et stratégiques pour déterminer les tendances de blanchiment de capitaux et de financement terrorisme. C'est-à-dire ce qu'on veut dire par analyse tactique, c'est l'analyse des déclarations de soupçons qu'elle reçoit tous les jours, et l'analyse stratégique, c'est l'analyse stratégique qu'elle fait sur la base d'un ensemble de déclarations de soupçons et qui font sortir une typologie ou une tendance de blanchiment de capitaux. La CRF doit pouvoir disséminer les résultats de ces analyses aux autorités compétentes et la CRF devrait pouvoir protéger les informations dont elle dispose. Et c'est une condition très importante pour que la CRF soit conforme aux standards internationaux. Si une CRF ne peut pas protéger l'information qu'elle détient, et s'il n'arrive pas à protéger la personne déclarante, il ne peut pas être conforme aux standards internationaux. Et il est évalué, et les cellules de renseignement financier sont évaluées sur cet aspect. La CRF doit remplir les conditions pour l'adhésion au groupe Egmont. Le GAFI encourage les CRF, les cellules de renseignement financier, à adhérer à Egmont, qui est un forum international d'échange d'informations entre les cellules de renseignement financier à l'échelle internationale, et la cellule de renseignement, la NRF, a adhéré depuis 2011 à ce groupe Egmont qui exige des conditions vraiment draconiennes pour l'adhésion. Pour ce qui est de l'ANRF au Maroc, l'ANRF a été créée par la loi 1218
qui a été publié en juin 2021 et qui vient en remplacement de l'unité de traitement du renseignement financier. Les organes de l'autorité sont composés d'un président et d'un conseil et des services administratifs. Le conseil de la NRF est composé de toutes les administrations qui peuvent être concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il comprend des représentants des autorités d'application de la loi, les représentants des autorités de supervision et de contrôle du secteur financier et du secteur non financier. Vraiment, tous les acteurs sont représentés dans ce conseil de l'ANRF. Un décret qui est déjà publié, il détermine l'organisation administrative et financière de l'ANRF et son fonctionnement, ainsi que le statut de son personnel. Et l'article 15 de la loi 4305, tel qu'il a été modifié, détermine les attributions et les missions de l'ANRF. À titre de rappel, l'UTREF a été créé par décret en application de la loi 4305 en 2008. C'est une CRF de type administratif rattachée au chef du gouvernement, installée par le Premier ministre à l'époque, le 10 avril 2009, et il a publié des rapports annuels qu'il a soumis au chef du gouvernement depuis 2009. Mais bien sûr, à partir de 2021, l'ANRF est venue pour remplacer l'UTRF. Là, c'est un schéma qui évoque ou qui montre un petit peu le rôle central de l'ANRF en tant que maillon central du dispositif entre le volet préventif et le volet répressif et le volet de l'échange d'informations. Et vous voyez qu'il y a une interconnexion entre l'ANRF et tous les acteurs du secteur du dispositif, y compris les professionnels qui sont, par exemple, dans notre cas, les experts comptables ou la DEPP en tant qu'autorité de supervision et de contrôle, et bien sûr les autres administrations, les acteurs nationaux. Mais en plus de ça, il y a une interconnexion avec les CRF étrangères dans le cadre d'EGMAN et dans le cadre des échanges d'informations entre ces cellules de renseignement financier et qui est jugée très efficace en termes de temps et de qualité et de la qualité de l'information échangée. En tant que maillon central du dispositif national de LBCFT, l'ANRF dispose d'attributions stratégiques et des attributions opérationnelles. Les attributions stratégiques, bien sûr, ils sont évoqués ils sont listés dans l'article 15. Il s'agit d'assurer la coordination au niveau national en matière de LBCFT, coordonner les travaux d'évaluation nationale des risques au niveau national, assurer la représentation commune des services à l'étranger dans les instances internationales, proposer au gouvernement toute réforme législative, réglementaire ou administrative. Il joue un rôle important au sein de la Commission nationale chargée de l'application des sanctions financières ciblées conformément aux résolutions des Nations Unies liées à la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Et bien sûr, des attributions opérationnelles. Et je crois que c'est ces attributions qui donnent force à ces cellules de renseignement financier, peut-être qui justifient la raison d'être de ces cellules de renseignement financier. Alors, l'ANRF, elle répond justement aux exigences et aux conditions des standards internationaux. Elle sert de centre national pour la réception et le traitement des déclarations de soupçons et autres informations concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme, et la dissémination des résultats de son analyse aux autorités compétentes, qui est le parquet, qui sont particulièrement le parquet. Il a pour attribution opérationnelle de constituer une base de données en matière de LBCFT, transmettre des informations et les résultats des analyses effectuées aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, mener des analyses tactiques et des analyses stratégiques, assurer la coopération internationale avec les CRF homologues. Maintenant, je vais passer en revue un certain nombre d'actions que l'ANRF a entreprises. Sur le plan législatif et réglementaire, l'ANRF a
procéder à la préparation des projets de loi liés à la LBC, c'est-à-dire les premières moutures des projets de loi, c'est l'ANRF qui les a initiés, la préparation des textes réglementaires de l'ANRF, la publication des décisions, une contribution active à la préparation des autres textes réglementaires. D'ailleurs, on a activement, c'est-à-dire on a contribué activement à l'élaboration des textes relatifs aux sanctions financières ciblées, aux bénéfices effectifs et les autres textes des autorités de supervision et de contrôle. Des indicateurs sur le plan opérationnel, des indicateurs opérationnels en nette augmentation, les DS, échange d'informations en transmission. Bien sûr, la majorité de ces DS parvient du secteur financier. Un système d'information sophistiqué et très performant et surtout sécurisé, l'élaboration de procédures opérationnelles, le renforcement de la sécurité des locaux et de la base des données, parce que la sécurité et la protection des données au sein de l'ANRF, c'est une priorité des priorités, parce qu'on ne peut pas agir en tant que centre national d'information et avoir une base de données centralisée si on ne peut pas sécuriser cette information. Donc, nous disposons de tous les dispositifs de sécurité, que ce soit pour les locaux ou pour la base de données, le système d'information de l'ANRF. Au niveau de l'accompagnement et de la sensibilisation, on a procédé à l'organisation et l'animation d'ateliers de travail au profit des personnes assujetties et des autorités de supervision et de contrôle et autres acteurs du dispositif. On a accompagné les autres partenaires pour l'élaboration de leurs textes, la publication des directives et des guides, la rencontre avec les nouvelles autorités de supervision, parce que vous savez que la loi 12-18 a désigné de nouvelles autorités de supervision et de contrôle, telles que par exemple la DEPP. Donc, on a accompagné, on a tenu des rencontres soit bilatérales, soit multilatérales avec ces autorités, ces nouvelles autorités de supervision et de contrôle pour partager notre expérience, parce que l'ANRF à l'époque, l'UTREF à l'époque et l'ANRF, surtout l'UTREF, il était désigné en tant qu'autorité de supervision et de contrôle pour les experts comptables. Et c'est la raison pour laquelle on a eu des rencontres avec les experts comptables en coordination avec l'ordre des experts comptables auparavant, des réunions régulières avec certaines catégories de personnes assujetties. Au niveau de la coopération et la coordination nationale, il y a l'ANRF a piloté de grands projets d'envergure nationale, notamment l'évaluation mutuelle et l'évaluation nationale des risques, renforcement des actions de coopération nationale, rencontres, échanges d'informations, actions de sensibilisation conjointes avec d'autres partenaires, participation active au niveau des commissions et du groupe de travail, organisation d'ateliers et conférences nationales et la signature de protocoles d'accord avec des partenaires nationaux. Et sur le plan international, on a signé des mémorandums, des MOU avec des CRF aux homologues, la contribution aux travaux du GAFI Moine et leur groupe de travail. D'ailleurs, moi, actuellement, le président de la NRF, c'est lui le président du GAFI Moine, du groupe GAFI Moine. Et moi, personnellement, j'assure la coprésidence d'un groupe de travail au sein du GAFI Moine. Une participation active aux travaux d'Egmont, renforcement de la place du Maroc et de la NRF au sein de ces instances internationales, échange de visites avec des CRF homologues. Actuellement, il y a sur le plan international, le Maroc préside le cercle des CRF francophones. Maintenant, je passe au point relatif à la relation entre l'ANRF et les déclarants. Bien sûr, lors de l'entrée en relation avec les personnes assujetties, l'ANRF veille à ce que, premièrement, les personnes assujetties doivent communiquer à l'ANRF la liste des personnes habilitées à effectuer des déclarations de soupçons. Il y a un modèle qu'on va voir par la suite. Les personnes assujetties accréditent auprès de l'ANRF un correspondant ou un ou plusieurs suppléants dénommés personnes habilitées. Bien sûr, le correspondant peut être la même personne qui est habilitée à effectuer les déclarations de soupçons, mais ils peuvent être distincts. Mais généralement, c'est le responsable de la conformité qui assure c'est-à-dire la connexion avec la correspondance avec l'ANRF, et c'est lui qui est habilité à effectuer les déclarations de soupçons. Les personnes habilitées assurent la liaison avec l'ANRF et engagent la responsabilité de la personne assujettie dans les échanges avec l'ANRF. Vous savez que la relation entre ANRF et la personne assujettie
elle passe toujours par la personne habilitée. On ne peut pas traiter avec une personne assujettie sans passer par la personne habilitée. C'est la raison pour laquelle on demande aux personnes assujetties de désigner une personne qui sert de liaison de point focal avec l'ANRF. La déclaration de soupçon et la communication d'autres informations soient adressées à l'ANF exclusivement par les personnes habilitées. La personne habilitée constitue, centralise et tient à la disposition de l'ANRF un dossier afférent à chaque déclaration de soupçon. Les personnes habilitées doivent être rattachées à un niveau hiérarchique élevé. La désignation ou le remplacement du correspondant précède impérativement toute déclaration de soupçon. Bien sûr, avant toute déclaration de soupçon, on doit, c'est-à-dire la personne habilitée doit être, le correspondant doit être désigné, et en cas de changement, une déclaration de soupçon doit précéder, ou la désignation ou le remplacement du correspondant doit précéder impérativement toute déclaration de soupçon. La désignation de la personne habilitée doit être faite sur la base d'une lettre de nomination signée par le principal dirigeant de la personne assujettie. Le formulaire de désignation doit être mis à jour et communiqué à l'ANRF après tout changement. Maintenant, pour ce qui est la déclaration de soupçon, l'ANRF veille à ce que toutes les déclarations de soupçon comprennent les éléments suivants: l'identification de la personne assujettie et du déclarant, les opérations suspectes et relatives, l'identification des personnes physiques et les entités impliquées dans ces opérations, la date prévue pour l'exécution des opérations non encore exécutées, toute autre information permettant de mieux comprendre la situation décrite dans la déclaration de soupçon. Tout renseignement nouveau de nature à soutenir ou à modifier l'appréciation déjà faite par la personne assujettie lors de la EDS doit être immédiatement porté par écrit à la connaissance de l'ANRF. Le rappel de la référence de la dite déclaration est exigé des personnes assujetties. Bien sûr, tout ça, il y a une décision de l'ANRF qui explicite tous ces aspects-là. Les personnes assujetties sont tenues de communiquer à l'ANRF à sa demande et dans les délais fixés tout document ou renseignement nécessaire à l'accomplissement de ces missions sans qu'il soit nécessairement lié à la déclaration de soupçon. Bien sûr, l'ANRF a 4 jours pour s'opposer à une opération non exécutée ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon. Là, c'est les formulaires de déclaration. Je ne sais pas s'ils sont visibles. Là, c'est le modèle de déclaration de soupçon. Il est publié sur le site qu'on va voir par la suite. Il contient des informations très claires. Le nom, il est en arabe et en français. Moi, j'ai téléchargé la version arabe, mais il y a les deux. Il y a la version arabe et française. Mais vraiment, les éléments qui figurent, c'est des informations basiques sur la personne qui déclare, sur les personnes et les entités ayant fait l'objet de déclaration, et un descriptif sur les opérations, des opérations objet de la déclaration de soupçon. L'autre formulaire, c'est le formulaire de désignation des correspondants. Il est clair aussi le nom et l'adresse et l'activité du déclarant, la personne assujettie, et le nom de la personne qui est désignée comme co-correspondant, c'est-à-dire le nom, prénom, fonction, etc. Donc, c'est des renseignements basiques. Là, c'est le site de l'ANRF. Vous pouvez y trouver des icônes, c'est-à-dire un accès rapide, les formulaires de déclaration, la déclaration électronique, le formulaire de désignation du correspondant, des questions qui se répètent. Là, c'est les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que là, une des obligations des experts comptables et des personnes assujetties en général, c'est de geler les biens des personnes listées dans les listes du Conseil de sécurité. Et là, vous pouvez trouver un lien vers la commission en charge de mettre en œuvre ces résolutions. Il y a également un numéro de téléphone
pour les personnes assujetties qui ont besoin d'assistance, il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler et avoir l'assistance nécessaire. Là, maintenant, on va voir le processus, comment l'ANRF, quand elle reçoit la déclaration de soupçon, comment elle la traite. La première des choses, c'est que une fois la déclaration de soupçon atterrit à l'ANRF, bien sûr, je ne vais pas parler de comment on peut faire une déclaration de soupçon, mais tout simplement, on peut la faire soit de manière électronique, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire en accédant au site de l'ANRF, ou de manière, c'est-à-dire sous format papier, et vous la déposez à l'ANRF. Vous pouvez, il y a un email et un fax, un numéro de fax, vous pouvez mais on préfère l'électronique, la déclaration électronique, parce qu'elle présente la sécurité, c'est-à-dire c'est plus sécurisé et pour se prévenir contre les risques à ce que l'information, c'est-à-dire atterrisse chez la personne, la mauvaise personne. Alors, une fois la personne assujettie dépose la déclaration de soupçon ou envoie la déclaration de soupçon, il reçoit un accusé de réception. La première des choses que l'ANRF fait, c'est qu'elle procède à la fiabilisation de l'information avant l'enregistrement. La fiabilisation de l'information, c'est-à-dire qu'on doit être sûr déjà qui a communiqué la déclaration de soupçon, est-ce que c'est vraiment la personne habilitée à le faire, et puis les informations qui y figurent, on essaie d'être sûr que c'est des informations, de bonnes informations. Et si par exemple, parfois, on reçoit par exemple, un relevé de compte qui présente, par exemple, des anomalies. Là, on contacte la personne qui a fait la déclaration de soupçon et on discute la question pour fiabiliser l'information. Puis, on passe à l'enrichissement d'informations. Bien sûr, l'ANRF, en tant que centre national pour rassembler l'information, il a plusieurs sources d'informations, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Au niveau national, on a pratiquement c'est-à-dire un large éventail d'acteurs à qui on peut aller pour avoir l'information. Et sur le plan international, il y a les CRF, surtout, notamment les CRF homologues. Puis on procède, après l'enregistrement, on procède à l'analyse des informations et des documents reçus, après quoi on procède à la production du rapport et les conclusions, bien sûr, de l'analyse, qui débouchent soit sur l'information du soupçon et le classement, pardon, il y a une petite coquille là, c'est le classement provisoire du dossier. Pourquoi provisoire? Parce que lorsqu'on classe le dossier, on ne le classe pas définitivement, il y a un classement, il est toujours dans, bien sûr, peut-être que j'ai dépassé une étape, c'est l'intégration de l'information, de le système d'information. Donc, une fois l'information et la déclaration de soupçon intégrées dans le système d'information, même si l'analyse, c'est-à-dire conclut qu'il y a une information du soupçon, l'information du soupçon, on garde bien sûr l'information classée. Peut-être qu'un jour, on recevra une déclaration de soupçon ou une information qui fait régénérer cette déclaration de soupçon par la suite. Ou bien les conclusions débouchent sur une confirmation du soupçon et dans ce cas, on transmet le dossier au parquet. Mais bien sûr, là c'est une remarque très importante, l'ADS n'est pas transmise au parquet en vue de protéger le déclarant. Lorsqu'on transmet le dossier au parquet, on ne transmet pas avec le dossier, c'est-à-dire le dossier, la déclaration elle-même, pour protéger et pour garder l'anonymat du déclarant.
protection, pour ce qui est de la protection des personnes assujetties, cette protection, elle est d'ordre légal, mais elle est également d'ordre factuel. Le personnel de l'ANRF est tenu au secret professionnel, même après cessation de leur fonction. Aucune action en responsabilité pénale ou civile n'est recevable à l'encontre des opérateurs, leurs dirigeants ou agents lorsque la DS a été faite de bonne foi. Les renseignements recueillis par l'ANRF et les autorités de supervision et de contrôle des personnes assujetties ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues par la loi anti-blanchiment. Une seule dérogation, c'est que les informations qu'on reçoit, on peut les communiquer au parquet, mais sans la déclaration de soupçon, comme je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, peut-être que c'est le dernier slide, je tiens à préciser, à mettre l'accent sur des questions importantes. La loi protège le déclarant, comme on l'a vu tout à l'heure. La DS est basée sur le simple soupçon, c'est-à-dire que vous n'avez pas à avoir des preuves pour effectuer la déclaration de soupçon. Sur un simple soupçon, vous pouvez faire la déclaration de soupçon. La DS est traitée de manière strictement confidentielle au sein de l'ANRF et le personnel de l'ANRF est tenu au secret professionnel même après cessation de leur fonction. Cette protection de la déclaration de soupçon au sein de l'ANRF, elle est faite c'est-à-dire que ce soit au niveau des locaux, l'accès aux locaux est strictement réglementé et contrôlé. Le système d'information également, les locaux du département dédié et qui traite les déclarations de soupçon, l'accès est strictement interdit à toutes les personnes qui ne font pas partie du département. Et même au sein du département, les personnes, les analystes qui traitent, seul le président de l'ANRF, le chef du département des analyses de la documentation et la personne l'analyste qui traite le dossier, qui ont accès à cette déclaration. C'est-à-dire 3 personnes, pas plus. Mais moi, par exemple, je suis le chef du département de la réglementation et je n'ai pas accès à ces déclarations de soupçon. Et je suis là depuis pratiquement maintenant 12 ans et demi. Je n'ai jamais vu une seule déclaration de soupçon de mes yeux. Donc, pour vous dire que les déclarations de soupçon sont strictement protégées. Le nombre de DS est un indicateur d'efficacité pour les experts du GAFI et du GAFI-Moine. Le nombre de déclarations de soupçon effectuées, c'est un indicateur de l'efficacité du système et du dispositif. La déclaration de soupçon ne signifie pas la condamnation de la personne objet de la déclaration, parce que lorsque vous déclarez quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous le dénoncez, vous le condamnez. C'est un simple soupçon. Et même l'ANRF, quand elle fait ses analyses, elle rassemble les présomptions, c'est la des présomptions, et lorsqu'elle transmet le dossier au parquet, elle n'a pas l'assurance que c'est vraiment un cas de blanchiment ou de capitaux. C'est-à-dire que quand la déclaration de soupçon et le dossier atterrit, pas la déclaration de soupçon, le dossier, lorsqu'il atterrit au parquet, il peut classer l'affaire s'il n'y a pas de preuve qui condamne la personne objet. Donc, c'est-à-dire que la déclaration de soupçon ne signifie pas la condamnation de la personne objet de la déclaration. Le manque d'application, là c'est un point très important, c'est que le manque d'implication des experts comptables et du secteur financier en général a été soulevé par les experts du GAFI. Donc, c'est la raison pour laquelle CERMI a invité la profession et le professionnel à faire plus d'efforts pour faire des déclarations de soupçon et on est là, l'ANRF est là pour vous accompagner, pour c'est-à-dire vous assister et vous avez un numéro de téléphone que je vous ai présenté tout à l'heure pour demander toute assistance et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Simon Karim, pour votre exposé très clair, très précis, véritablement incisif, riche de commentaires et d'informations. Bon, effectivement, pour reprendre à peu près ce que vous avez dit, donc l'ANRF, c'est l'Autorité nationale du renseignement financier qui a été créée donc, par la loi 12-18, donc du 30 septembre dernier. C'est une nouvelle entité qui remplace de manière définitive l'unité de traitement du renseignement financier et l'UTRF.
Et bien entendu, l'objectif était de parfaire l'arsenal juridique et institutionnel de notre pays en la matière de lutte contre le blanchiment et du terrorisme, afin de s'aligner, pardon, avec les recommandations d'institutions internationales. Bon, effectivement, la loi vous attribue une largesse significative et utile. Elle vous confère le rôle de coordinateur national du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, ainsi que l'évaluation des risques. L'approche basée sur les risques demeure la colonne vertébrale des recommandations du GAFI. Aussi, nous avons pu constater que vous nous avez beaucoup renseigné sur les modalités de réalisation des déclarations de soupçons, d'implication de notre profession qui devrait s'accroître dans le temps. Et bien entendu que c'était quand même une déclaration qui était confidentielle, qu'elle n'aboutissait pas systématiquement à la condamnation des tiers. Donc vous-même, vous preniez voilà, que votre autorité elle-même prenait vraiment prenez toutes ces déclarations avec avec toutes les présomptions qui existent autour pour que la justice puisse faire puisse rendre sa justice. Mais avec tout ce que vous voulez nous dire, il y a quand même des questions qui nous interpellent parce que vous avez souligné le fait que les experts comptables, enfin, vous avez très peu de remontées d'informations de par nos confrères ou peut-être de par la profession comptable de manière générale. Mais il y a des questions qui se posent et notamment, je dirais, alors je sais pas si je sais pas si je peux vous la poser soit à Sénordine, soit à vous, mais en tout cas, vous pourrez prendre la parole à tour de rôle si vous le souhaitez. Mais concrètement, quelles sont les transactions? Est-ce que la loi vise des transactions spécifiques? En quoi? Quelles sont les opérations? Parce qu'on parle quand même de soupçons. Nous sommes des hommes de droit aussi, donc nous aussi, quand nous travaillons, nous avons le secret professionnel, nous avons, je vous dirais, cette perspective quand nous travaillons avec des gens, nous ne sommes pas dans la recherche systématique de la fraude, parce que si à tous nos clients on leur montre que nous sommes hyper vigilants, pas vigilants, nous devons l'être, mais ce que je veux dire, c'est que si nous devons, à chaque fois qu'on reçoit un client, le montrer qu'il y a qu'on pose des questions un peu qui pourraient nuire aussi à notre approche commerciale, j'allais dire, excusez-moi d'utiliser cette terminologie, on ne pourrait pas nous en sortir. Mais nous devons quand même veiller à lutter contre le blanchiment et je vous assure que notre profession le fait tous les jours parce que nous sommes aussi garants de l'assiette fiscale et de la transparence des marchés, donc nous faisons très attention à cela. Mais concrètement, quelles sont les transactions qui peuvent être visées par la loi? Comment est-ce qu'il y a un champ particulier sur lequel nous devons être beaucoup plus vigilants que d'autres? Ça, c'est ma première question. Et donc, comment se passe à peu près cette partie, les modalités de déclaration, vous l'avez précisé, mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision par rapport à ce domaine? Ça, c'est le premier niveau de question. J'ai compris aussi dans cette même ordre de questions, donc cette approche, je dirais, de la prévention que nous devons avoir, nous. Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce qu'il y a une réorganisation de nos cabinets à faire? J'ai cru comprendre qu'il fallait qu'on puisse désigner dans nos cabinets des responsables de conformité, donc des interlocuteurs privilégiés. Est-ce qu'on peut aussi nous donner un peu plus de précision par rapport au champ d'investigation, enfin les transactions concernées et notre façon d'aborder, nous, en tant qu'experts comptables, et je dirais plus généralement pour toute la profession comptable, quelles sont les façons d'appréhender cette lutte qu'il faut mener. La question est ouverte, hein, c'est Nordin aussi, vous pouvez y répondre. Qui veut prendre la parole? Moukrim, voulez-vous prendre la parole? Sinon, je prends la parole. Comme vous voulez. Très bien. C'est Karim, si vous permettez, je vais répondre pêle-mêle d'une manière générale.
Donc, tout d'abord, je vais commencer par les modalités de déclaration de soupçon. La première question, c'est qui? C'est le qui va faire cette déclaration. Donc, chaque cabinet, au sein de chaque cabinet, il est nécessaire de désigner un correspondant et ses suppléants qui seront habilités à faire des déclarations de soupçon et prendre attache avec les services de l'ANRF. Bien sûr, cette désignation doit être formalisée sur la base d'une lettre de nomination signée par le gérant de cabinet et bien sûr, selon les formulaires de l'ANRF qui sont, je passe le contrôle de ces mots-clés qui sont disponibles au niveau des portails de l'ANRF. La deuxième question qui est, je pense, très importante, c'est le comment. Comment, tout d'abord, à travers les télédéclarations sur le portail, au niveau du portail de l'ANRF, et sinon, en cas d'urgence, verbalement, sinon, par écrit, selon une modalité qui est définie qui peut être définie avec les responsables de l'ANRF. Mais le contenu, c'est une question très importante. Le contenu de la déclaration de soupçon, tout d'abord, il faut procéder à l'identification de la personne assujettie. Ensuite, identifier les opérations suspectes et leur description, identifier les personnes physiques et les entités impliquées dans ces opérations, et puis, bien sûr, la date prévue pour la réalisation des opérations non encore exécutées et toute autre information utile. Maintenant, l'impact de cette déclaration de soupçon. Tout d'abord, il faut commencer par le blocage et le report de la réalisation de l'opération suspecte, peut-être pour une durée de 4 jours. J'ai passé le contrôle de ces mots-clés. Et puis, surtout, la conservation des documents et supports relatifs à ces opérations dans un lieu sûr, facilement accessible en cas de besoin. Maintenant, par rapport à votre question, je pense qu'on a élaboré un guide qui est devant moi. Un guide qui sera adressé bien sûr à l'ensemble des experts comptables. Au niveau de ce guide, on a bien sûr identifié tous les éléments très importants pour les déclarations de soupçon, dont notamment bien sûr les transactions, les opérations à caractère inhabituel, les opérations complexes, les opérations à risque élevé, etc. Tout ça, il est disponible au niveau de Kit qui va être diffusé à partir de demain, Inch'Allah. Un autre point, la circulaire de Madame la ministre, certes qui est rédigée en arabe, elle est définie au niveau de son premier point, pardon, je vais utiliser le terme en arabe, il définit les activités qui sont bien sûr en relation avec ces déclarations de soupçon, notamment les activités liées aux achats et ventes des actifs, les activités liées à la gestion des comptes, etc. Bien sûr, tout ce qui est lié aux capitaux de société, formation de capitaux de société, les créations de sociétés et les ventes des participations au sein des sociétés et des actions. Maintenant, je profite de l'occasion avant de donner la parole à ces Moukrim pour parler d'un point. C'est la première recommandation du GAFI. La première recommandation du GAFI qui a recommandé de se concentrer sur les clients à risque très élevé en adoptant le principe 20-80. Et il a fixé 4 phases qui sont très importantes pour l'approche risque. Donc, la première phase… C'est noté. C'était la deuxième question que j'allais vous poser. C'était l'approche Ah, d'accord. que vous allez Donc, je cède la parole à ces Moukrim et j'attends la question. Oui, merci beaucoup. C'est Moukrim, tfadal. Oui, merci, c'est Karim, c'est Hamdi. La première chose, si on parle de manière sur le plan juridique, l'article 9, il est clair. L'article, qu'est-ce qu'il dit? Sans préjudice des dispositions de l'article 42 de Nous avons un petit problème de connexion. C'est Moukrim. Nous avons un petit problème de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, oui, je vous entends très bien. Si vous pouvez recommencer, on vous a perdu en 10 secondes. Ok. Alors, je parle 305.
Vous m'entendez maintenant? Toujours le petit problème de connexion. Si vous voulez. Ah, pardon. Vous parlez de la Alors, loi, vous avez fait référence à l'article 9 de la loi 4305. 33,05, exactement, et qui précise quelles sont les obligations de ces opérations. C'est Karim, Aux apparemment, il y a un actifs, problème les- de connexion. On entend très mal. Oui, oui, on a un problème de connexion, oui, je vous confirme. Si vous permettez, c'est Karim, est-ce que vous pouvez poser votre question? Je profite pour répondre avant de donner la parole encore une fois à Alors, en attendant que Senordine retrouve la connexion, moi je vais vous poser une autre question qui m'a été posée. Bien entendu, si Mokrim peut toujours intervenir dessus, c'est effectivement l'approche basée sur les risques, suivant les recommandations du GAFI, comme je l'ai cité au début de mon introduction. Est-ce que vous pouvez nous en dire beaucoup plus sur cette approche basée sur les risques, Senordine? Merci beaucoup, c'est Karim. Tout d'abord, c'est la première recommandation du GAFI et qui, bien sûr, qui dit qu'il faut se concentrer sur les clients à risque très élevé en adoptant l'approche 20-80. Et c'est une approche qui prévoit 4 phases. Donc, une première phase qui porte sur le contrôle que les experts comptables doivent, le cas d'espèce, bien sûr, les experts comptables doivent mettre en œuvre, bien sûr, et ces contrôles résident dans un devoir de vigilance adéquat à l'égard de la clientèle nouvelle ou existante. La deuxième phase porte sur une surveillance renforcée des clients à risque plus élevé, bien sûr. Et la troisième phase porte sur la nature de la surveillance à observer qui doit être adaptée au niveau du risque associé à chaque catégorie de clientèle, et ce, en adoptant une approche de suivi basée sur les risques. Et enfin, la quatrième phase qui porte sur une surveillance permanente et indispensable pour l'efficacité des procédures de vigilance à l'égard de la clientèle que les experts comptables mettent en place. In fine, selon bien sûr le jargon qu'on utilise ensemble, il faut avoir une carte au risque, bien sûr, et les clients dont la probabilité de risque est très élevée doivent être surveillés de près. Merci beaucoup. Bon, cette cartographie des risques, je ne sais pas si, est-ce que par hasard vous aurez des modèles des modèles ou enfin, ou est-ce que comment dirais-je, le manuel que vous allez nous diffuser, est-ce qu'il comporte un peu des modèles de cartographie, etc. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On est en train d'élaborer un modèle de cartographie de risque, un modèle, un V0, une version 0 de cartographie de risque, qui va être bien sûr amélioré par l'utilisation, par le test. Et bien sûr, je connais les compétences des experts en comptable en la matière et on va l'améliorer ensemble. Mais une première version, il sera disponible à partir avant le 10 mai, Inch'Allah. Je ne sais pas si depuis, M. Abdijbar Mokrim a réussi à retrouver un peu de réseau pour nous apporter ses lumières par rapport à ces deux questions. Je ne sais pas si c'est Abdijbar, est-ce que vous êtes là? Je vais en profiter et je vais parler sous votre contrôle, je vais parler de l'article 5 de la loi qui traite quelques opérations. Vous les avez citées tout à l'heure brièvement. Moi, je vais si vous permettez, les reciter. Donc, c'est l'achat ou la vente de biens immobiliers, d'actifs commerciaux ou de leurs éléments, la gestion de fonds de titres, de comptes bancaires, de dépôts ou d'autres actifs appartenant aux clients, l'organisation et l'évaluation des parts nécessaires à la constitution des capitaux des sociétés ou à leur gestion ou exploitation, la constitution, la gestion ou l'exploitation des personnes morales, la vente ou l'achat de parts d'actions de sociétés commerciales. Donc, ce sont à peu près, je dirais, bon, ça reprend quand même un peu beaucoup de choses, hein, mais c'est ce que prévoit donc le guide pratique, moi, que j'ai pu aussi consulter rapidement. Mais je pense que
C'est un nouveau guide, je pense, que vous mettez en place à Sénordine, c'est bien Oui, ça? oui, un nouveau guide. D'ailleurs, la version arabe est disponible. La version française sera disponible demain, Inch'Allah. Et peut-être on va organiser une séance ou un séminaire ou un webinaire pour la présentation du guide et également pour la présentation de la version initiale de la carte au risque. Inch'Allah, on aura l'occasion peut-être dans les tournées régionales qu'on va organiser ensemble avec vous pour faire ces présentations, bien sûr. Et on va élaborer ensemble un plan de travail et un plan de contrôle, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est Karim. Mokarim, ravi de vous voir. Nam Sidi, allez-y. Donc, je reprends la question qui vous a été posée. Vous m'entendez maintenant? On vous entend très bien. La question concerne donc les modalités de déclaration de soupçon, enfin le cadre, en tout cas le champ d'investigation, etc. Et vous étiez en train de faire référence à l'article 9 de la loi 4305. Exactement. Donc, je vous redonne la parole. On vous entend très bien. On est ravis de vous revoir. Très bien, merci. Moi aussi. Alors, je parlais de l'article 9. Si on parle loi, l'article 9 toutes sortes d'être liées. Si vous permettez, c'est Karim, est-ce que vous pouvez demander à M. Moukrim de désactiver la caméra comme ça pour ne pas influencer la bande passante? Je pense que le problème de connexion, c'est Mokarim. Est-ce que vous pouvez désactiver votre caméra? Oui. Allez-y. Ça sera D'abord, mieux. Allez-y. De l'article 9, des actes qui déclarent sous soupçon, à savoir toute perte de réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux et infractions de terrorisme, ou toute autre identité. Donc, pour le plan dans nos concernés de cette domiciliation ou la gestion. Vous avez c'est Mokarim. On a toujours le problème. On a véritablement toujours le problème de connexion. On vous entend, c'est haché, on entend un mot, ensuite 2 secondes après on entend un autre mot. C'est désolé, je vais c'est nous qui sommes désolés, c'est nous qui sommes désolés parce que ce que vous avez à nous dire est très intéressant et malheureusement on reste suspendu à tout ce que vous dites parce que la question est de très haute importance. Moi je vois les questions qui sont en train d'être posées par les confrères, elles rejoignent à peu près ce que vous dites. Vraiment, s'il y a possibilité d'avoir un peu plus de bande passante, ça serait… Exactement, je vais voir. J'en profite, c'est Nordine, j'ai des questions qui sont posées par les confrères, donc il y a des questions qui nous proviennent un peu de nos participants. Bon, il y a des questions qui sont plus liées. Est-ce qu'il existe des questionnaires ou des manuels ou des procédures pour la lutte contre le blanchiment? Bon, nous, en tout cas, ce que je peux vous dire, le président, si Amin l'a dit en introduction à ce webinaire, c'est qu'effectivement, nous sommes au niveau de l'ordre des experts comptables, au niveau du Conseil national et des commissions, notamment de normalisation, et des comités ad hoc, des commissions ad hoc, véritablement en train de travailler sur des questionnaires qui vont vous être remis. Hein, donc, une fois qu'ils seront achevés, validés. Donc, Monsieur le Président l'a dit, au démarrage de ce webinaire. Donc, il est évident que les confrères vont, notamment pour leur mission de commissariat aux comptes, comme ce que pratiquent un peu nos confrères des autres pays, nous allons probablement, certainement vous communiquer des questionnaires et des guides. Et de toutes les façons, la DEPP, c'est Nordine qui est aussi membre du Conseil national, n'est-ce pas? Donc, il connaît très bien les problématiques, il suit les enjeux avec nous. On le remercie pour tout le travail qu'il fait. On n'a pas l'occasion souvent de lui dire, mais en tout cas,
qui nous aide énormément et qui participe avec nous dans les grandes décisions pour avoir son avis surtout. Hein. C'est nous qui votons, mais nous sommes riches de ses commentaires et ses avis. Donc, lui aussi va nous fournir toute la documentation nécessaire pour vous accompagner, vous remettre un peu de la documentation et des outils pour pouvoir que vous puissiez appréhender dans vos cabinets de ces problématiques. Nous retrouvons notre ami Simo Karim, est-ce que vous êtes là? Oui, oui. Bon, alors allez-y. Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Très bien. Très bien. Alors, je parlais de l'article 9. L'article 9 qui détermine les opérations qui doivent faire l'objet d'une déclaration toute somme opération tentative de réalisation d'opérations en lien avec le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement au terrorisme. Et l'article 5, il précise que en lien avec le blanchiment de capitaux. L'article 56, je ne sais pas si vous m'entendez ou… Écoutez, allez-y, on entend un petit peu. Moi, je me suis permis de lire l'article 5 de la loi 4305, qui est tel que modifié par la loi 28, par la loi 1208. Je l'ai lu, l'article 5, en attendant, pendant que vous n'étiez pas là. Est-ce que brièvement, pour pas abuser de votre temps, est-ce que vous pouvez nous donner aussi quelques éléments sur l'approche par les risques? Et aussi, qu'est-ce qu'on entend au sens de la loi marocaine, qu'est-ce qu'on entend par un bénéficiaire effectif? Très bien. Alors, déjà, je voudrais vous signaler que pour expliciter les modalités de décision pour les donc, vous ferez les modalités. Il y a un éventail très large d'opérations qui peuvent faire l'objet d'une déclaration dans le champ d'activité de l'expert comptable, la constitution, la transparence des personnes morales et des sociétés et la détermination du bénéfice effectif est une question cruciale pour la recommandation 25 qui traite de ces. Vous pouvez à cette recommandation, mais je peux dire une très élargie pour les personnes. Il définit le bénéfice effectif dans son article. Il le définit comme étant la personne physique ou la personne physique pour le compte des objectifs. C'est Abdjbar. Oui. Ce que je me propose de faire, c'est je vais vous appeler au téléphone. Oui. Je vais mettre l'haut-parleur et j'espère que les confrères vont vous écouter, peut-être parce qu'on ne vous entend pas. On essaie de faire l'expérience comme ça vous dérange pas? Ok. Est-ce que c'est Nordin, vous pouvez m'envoyer le numéro de c'est Abdjbar par WhatsApp? C'est tout de suite. D'abord, parce que ce qu'il dit est très, très intéressant et il y a beaucoup de questions qui sont en train… Alors, parmi les questions qu'on me pose aussi par les confrères, ils nous disent quand même qu'il y a beaucoup de transactions financières qui passent d'abord par les banques ou par les notaires quand il s'agit de l'immobilier. Et les experts comptables seront les derniers à être au courant de ces opérations. Donc, quels sont les risques, en gros, de l'expert comptable lorsqu'il ne fait pas… est-ce qu'ils peuvent être atténués ou du moins est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes? Merci beaucoup, Sinobden.
Alors, alors. Je disais, c'est Nordine, parmi les questions qui nous ont été posées par les confrères, c'était Oui. que beaucoup de nos confrères disent qu'il y a des opérations qui transitent d'abord par les banques, ensuite qui transitent par les notaires, et que nous, en tant qu'experts comptables je dirais même pour pour les comptables et les agréés, pour les professionnels de la comptabilité en règle générale, nous sommes les derniers maillons de la chaîne, des fois, par rapport à ces opérations-là. Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes pour les experts comptables si dans une est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes pour les experts comptables pour défaut de déclaration pour le défaut de ces déclarations, sachant qu'en amont C'est Karim, si vous permettez, apparemment il y a un écho, c'est Moukrim s'est connecté une deuxième fois via son portable. C'est Moukrim. Karim, je vais quitter la session depuis mon PC, fixe. Bien, et rester connecté via mon portable. Très bien, on vous entend très bien en tous les cas maintenant. Allez-y. Tant mieux. Alors, je parlais de l'article 5. L'article 5 qui précise les questions ou les opérations qui doivent faire l'objet l'article 9, les opérations qui doivent faire l'objet d'une déclaration de soupçon. Et j'ai évoqué l'article 5 qui précise le champ d'intervention de l'expert comptable en tant que personne assujettie, les cas c'est-à-dire où il doit être assujetti à la loi, il est assujetti à la loi, c'est l'achat ou la vente de biens immobiliers. Bien sûr, l'article 5 parle des avocats, des notaires, des ADO, des experts comptables, lorsqu'ils effectuent l'achat, la vente de biens immobiliers, actifs commerciaux, gestion de fonds, de titres, de comptes bancaires, de dépôts, organisation et évaluation des parts, etc. Donc, vous avez lu l'article tout à l'heure. Mais bien sûr que l'expert comptable, parmi les questions qui sont très importantes, les activités très importantes qu'il effectue, la constitution de société. Et parmi les typologies les plus importantes et les plus répandues et pour lesquelles le GAFI donne beaucoup d'importance, c'est la constitution de société écran, par exemple, et l'exploitation des personnes morales à des fins de blanchiment de capitaux. Et là, on évoque la question du bénéfice effectif. Vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on entend par bénéfice effectif. Eh bien, l'article 1 de la loi anti-blanchiment détermine… Vous m'entendez, si Karim? Oui, tout à fait. Moi, je vous entends bien. Très bien. Alors l'article 1 de la loi anti-blanchiment, il reprend exactement la définition du bénéfice effectif du GAFI, comme d'ailleurs tous les pays font. C'est la personne physique qui possède ou contrôle en dernier ressort le client ou la personne physique pour le compte duquel les opérations sont effectuées. C'est-à-dire, il s'agit de connaître qui est la personne physique derrière la personne morale. Et c'est une question, c'est la raison pour laquelle l'article 13.3 a institué un registre public des bénéficiaires effectifs et qui contient des informations sur les bénéfices effectifs des personnes morales, et les personnes assujetties auront la possibilité d'y accéder pour connaître les bénéficiaires effectifs des personnes morales, des sociétés. Là, sur le plan de la détention des parts du capitaux, la loi, il y a un décret qui régit cette question et qui définit le bénéficiaire effectif sur la base de la détention du capital comme étant la personne qui détient au moins 25% du capital, ou qui détient 25% des droits de vote. Donc, c'est une question très importante auquel le GAFI accorde une importance très importante, et il vient d'ailleurs d'amender, de réviser
la recommandation 24 et 25 pour apporter plus de précision. J'ai évoqué tout à l'heure la question de la décision numéro 2, la décision de la NRF numéro 2, qui précise les modalités de déclaration de soupçon, les informations qui doivent y figurer, etc. Donc, vous pouvez vous référer à cette décision. Une chose très importante, c'est que la loi, et justement, je bascule vers l'approche basée sur le risque, la loi déjà, lorsqu'elle énumère l'ensemble des obligations et précise les obligations des personnes assujetties, elle précise que ces obligations et le dispositif interne de vigilance doit être mis en place en prenant en considération l'approche basée sur les risques. C'est-à-dire prendre en considération les risques. Et Sarmeli a évoqué le guide qu'ils ont élaboré pour préciser cette question et énumérer, c'est-à-dire les types de risques qu'il faut prendre en considération, le risque lié à la clientèle, le risque lié à la transaction, le risque lié… Il y a un très nombre, c'est-à-dire… cas de risque qu'il faut prendre, aux facteurs de risque qu'il faut prendre en considération. La loi anti-blanchiment, d'ailleurs, lorsqu'il oblige les personnes assujetties à mettre en place un dispositif interne de vigilance, il précise que ce dispositif doit être adapté à la taille de la personne assujettie. C'est-à-dire un petit expert comptable, c'est-à-dire un petit… c'est-à-dire un petit cabinet d'experts comptables, il ne va pas avoir le même dispositif de vigilance qu'un bureau, un grand bureau d'expertise comptable, etc. Donc, je crois que c'est des questions très importantes. Je suis à vous si vous avez d'autres questions. Oui, il y a encore 2 ou 3 autres questions. Pardon, Oui. Karim. Il y a une question que vous avez évoquée tout à l'heure. Vous avez dit que l'expert comptable est le dernier à avoir connaissance d'une transaction parce que généralement les transactions ils passent par les banques. À ce titre, moi je vous demande à vous interroger sur pourquoi le législateur et le GAFI a énuméré une liste qui contient une vingtaine de personnes assujetties ou de catégories de personnes assujetties. La liste, l'article 2 de la loi évoque ou précise ou énumère combien alors c'est il énumère 17 catégories de personnes assujetties. فيهم les secteurs financiers كامل Banque المغرب les établissements de crédit, les sociétés holding offshore, les conglomérats financiers, les sociétés de change, de devises, les entreprises d'assurance, les sociétés de gestion de bourse, etc. Le secteur non financier, les teneurs de compte, les experts comptables, les avocats, les notaires et les agents. Parce qu'on a constaté que pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme, on doit mettre en place un dispositif où tout le monde est engagé. Il y a des opérations. Je peux m'interroger avec vous sur, par exemple, le rôle de l'agent immobilier. Un agent immobilier, normalement, il ne fait que l'intermédiation entre l'acquéreur et le vendeur. Donc, à première vue, on peut dire qu'il n'est pas concerné parce qu'un blanchisseur, lorsqu'il veut blanchir son argent, il va vers un notaire, ou plutôt ou Mohami, alors que l'agent immobilier ne fait que l'intermédiation. Mais le standard, et la loi, pourquoi il a énuméré, il a désigné l'agent immobilier et l'expert comptable, c'est l'agent immobilier parce qu'il peut détenir des informations que le notaire et l'avocat et même la banque ne peuvent pas avoir. Donc, c'est pour cela. Donc, l'expert comptable, il peut avoir des informations que même la banque ne détient pas. Donc, chaque personne assujettie doit assumer sa responsabilité dans le cadre de l'exercice de son activité. Je ne sais pas si c'est clair ou… Oui, écoutez, vous êtes clair.
effectivement, bon, la chose elle n'est pas si évidente que ça. Maintenant, on parle de soupçon, donc c'est vrai que c'est très subtil. Hein. C'est le soupçon, c'est pas la fraude avérée. Hein. Le soupçon, on est vraiment dans, on pense que. Alors la question N'oublions aussi, pas, la- pardon, oui, n'oublions pas qu'on est dans la prévention. N'oubliez pas que l'intervention de l'expert comptable, c'est dans la prévention. Ce n'est pas la. bien sûr. Alors, une autre question aussi parmi les questions qui sont posées, c'est mais si jamais on fait une déclaration de soupçon et qu'en fait on a mal soupçonné, c'est-à-dire qu'on peut faire un délit de faciès des fois et qu'on mentionne et on a l'impression que parce que la personne ne enfin, je prends un exemple bête mais qui peut aussi être qui peut arriver, mais en d'autres termes, que se passe-t-il si nous nous trompons sur la déclaration de soupçon? D'abord, c'est une procédure qui est complètement confidentielle, vous le confirmez. Donc, il n'y a pas de risque pour l'expert comptable parce que vous aussi, de votre côté, si j'ai bien compris, ça reste quand même confidentiel. Mais il n'y a aucune sanction pour l'expert comptable. Exactement, exact. D'ailleurs, là c'est très facile. L'article 26, il est clair. Aucune action en responsabilité pénale ou civile n'est recevable à l'encontre des opérateurs, leurs dirigeants ou agents lorsque la déclaration de soupçon a été faite de bonne foi. La seule condition, c'est que la déclaration de soupçon soit faite de bonne foi. C'est la seule condition. Bien sûr, quand on est dans la mauvaise foi, c'est autre chose. Mais quand on est dans la bonne foi, aucune action en responsabilité pénale ou civile n'est recevable. Et d'ailleurs, beaucoup de déclarations de soupçon ont été classées même par la NRF ou par la suite par le parquet. Donc, sans pour autant, c'est-à-dire responsabiliser le déclarant. Moi, je pense autrement. Je pense autrement. Qu'en est-il par exemple, d'une personne assujettie qui n'a pas déclaré une opération avérée? Une opération, c'est un cas qui peut être un blanchiment de capitaux et il ne l'a pas déclaré. Et vous savez que, comme je vous ai dit, la NRF, c'est un centre d'information, c'est-à-dire il rassemble. Il a des contacts avec tout le monde, donc il peut recevoir une déclaration de soupçon d'une banque. S'il s'avère que cette opération est passée par un expert comptable et qu'elle est avérée, c'est-à-dire que tous les indicateurs sont là pour dire que c'est une vraie opération de blanchiment de capitaux et qu'il n'a pas déclaré, là, il peut être responsable. C'est la raison pour laquelle on invite toujours les personnes assujetties à effectuer des déclarations de soupçon sur la base du soupçon, comme leur nom l'indique. D'ailleurs, la nouveauté de la loi 12-18, c'est qu'il a institué en parallèle avec les déclarations de soupçon, c'est des communications d'informations c'est-à-dire sur la base des conditions que la NRF va déterminer avec, par exemple, on peut par exemple donner une déclaration de soupçon pour les banques, par exemple, toutes les opérations, pour tous les dépôts en espèces qui dépassent un certain seuil, qu'ils le déclarent, peu importe qu'il y a soupçon ou pas. C'est parmi les nouveautés de la loi 12-18. Ça s'appelle les déclarations systématiques. Très bien. Il y a des questions qui me sont posées par les confrères par rapport au secret professionnel de l'expert comptable. Bon, moi, en faisant mes recherches avant de faire cette conférence, je me suis, par exemple, rapproché un peu du benchmark européen, et notamment, par exemple, aux avocats en Europe. La Cour européenne… un blanchiment d'argent. Pardon? Ah, je voulais reprendre. Donc, je parlais du secret professionnel. Je parlais du secret professionnel parce que beaucoup de confrères parlent du secret professionnel et je vous disais, donc, je me suis un peu documenté et j'ai pris le cas des avocats, par exemple, qui sont quand même une profession qui sont dans le droit et qui ont aussi un secret professionnel. J'aimerais juste dire à mes confrères qu'à titre de benchmark, et je pense qu'au Maroc, ça sera la même chose, c'est que l'obligation de déclaration de soupçon incombant aux avocats dans le cadre de la lutte contre le blanchiment ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel. C'est ce que vient de juger la Cour européenne des droits de l'homme
Donc voilà, c'est déjà une position qui a été donnée déjà par la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à cette problématique pour les avocats. Donc je pense que pour notre profession, c'est une loi qui nous oblige aujourd'hui à lever le secret professionnel, si j'ai bien compris, quand nous avons un soupçon. C'est Karim, si vous permettez. Exact. Je vous en prie, allez-y. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier et de partager avec vous le plaisir qu'on a eu aujourd'hui et de partager toujours avec les experts comptables. Je reviens à une question liée aux procédures. Le manuel de procédure à élaborer par un cabinet. Je pense qu'on va travailler ensemble, nous et Conseil national de l'ordre des experts comptables, pour élaborer un modèle de manuel de procédure qui sera bien sûr utilisé par les différents experts comptables au sein de leur cabinet. Et une autre question par rapport aux bénéficiaires effectifs. Je pense qu'au niveau de ce guide, on a défini c'est quoi le bénéficiaire effectif et également le processus d'identification qui doit être bien sûr réalisé à travers un certain nombre d'outils comme un questionnaire dont le modèle existe au niveau de ce questionnaire, un entretien, la constitution d'un dossier client, etc. Donc, je pense qu'au niveau du guide, on a pas mal de réponses à ces questions que vous avez posées aujourd'hui. Mais j'aimerais bien poser une petite question à ces Moukrim, comme ça pour l'expérience, le retour sur expérience par rapport aux professions financières. Parce que les non-financiers viennent à partir de 2021, c'est-à-dire à partir de juin 2021. Ça, on vient de commencer une nouvelle expérience par rapport à cette population. Quel est le retour sur expérience par rapport aux autres, notamment les organismes financiers? Et bien sûr, est-ce qu'il y a des indicateurs par rapport au nombre de déclarations de soupçons? Merci beaucoup, Sénodine. C'est la même question parce qu'effectivement, nous pensons aussi dans notre métier que les banques sont plus au fait. Bon, bien entendu que nous pouvons être au courant, mais là, c'est plus du soupçon. Si nous sommes au courant, c'est que c'est de la révélation et nous avons une éthique et une déontologie donc qui nous permet systématiquement de mettre fin à ne pas prendre ce type de mission. Maintenant, effectivement, quel est le retour des banques qui, elles, on voit les fonds transiter par eux. Est-ce qu'elle joue enfin, quel est le retour par rapport à ce qu'elle trouve des difficultés elle aussi, ou est-ce qu'il y a des remontées d'informations intéressantes? J'espère que c'est Mokrem est avec nous. C'est Mokrem, vous nous entendez, Sidi? Je ne crois pas que j'ai saisi la question. Alors la question elle est simple. Oui. La question est simple, c'est par le retour que vous avez auprès des banques, parce que les premiers pour lesquels les fonds transitent et qui sont aussi concernés par ce texte de loi, ça reste quand même les établissements financiers. Oui, quel est le retour? Est-ce qu'ils arrivent à appliquer ce texte aussi? Est-ce qu'ils trouvent des difficultés à l'appliquer? Est-ce qu'il y a des retours par rapport à ça? Oui, c'est clair. Alors, je vais partager avec vous personnel, parce que je suis ex-banquier déjà. Déjà, je précise que les personnes assujetties, telles que les experts comptables, ils sont assujettis depuis 2007. C'est-à-dire que depuis la loi 2007, ils sont assujettis à la loi. Ils étaient obligés de déclarer à l'UTRF à l'époque, depuis 2009, la création du... Ce que vous évoquez maintenant, on avait la même question auparavant avec les banques. En tant que banquier, on se posait les mêmes questions. Le secret professionnel, est-ce que je vais faire le rôle du gendarme au sein de la banque? Est-ce que toutes ces questions-là, ils étaient peut-être légitimes à l'époque, mais maintenant, ils ne sont plus légitimes parce que maintenant, les banques déjà, de par le nombre de déclarations de soupçons qu'ils acheminent vers la NRF, ils dénotent de leur maturité et de leur engagement et leur implication dans le processus. Maintenant, d'ailleurs, le rapport annuel de la NRF
il comprend un certain nombre de statistiques et qui reprend les statistiques, les nombres de déclarations de soupçons reçus, le secteur financier et le presse. Donc, il y avait ce problème au début chez les banques, mais maintenant, c'est-à-dire avec les campagnes de sensibilisation, avec les réunions bilatérales et multilatérales, avec l'engagement également de Banque l'autorité, la MMC, la CAPS, l'Office d'échange, maintenant, on est arrivé à un stade très, très avancé en matière de maturité, en matière d'implication. D'ailleurs, si vous voyez maintenant les remarques qui sont dans le rapport d'évaluation mutuelle, c'est plus les OPNFD qui sont évoqués. Maintenant, le secteur financier, avec bien sûr quelques inégalités entre le secteur financier, parce que le secteur financier, il y a les banques, il y a les sociétés de bourse, il y a les entreprises d'assurance. Bien sûr, on n'est pas dans le même pied d'engagement dans tous les secteurs, mais en général, le secteur financier est plus avancé que le secteur non financier. Peut-être que ce n'est pas une particularité marocaine, mais ce qui est particulier au Maroc, c'est peut-être le nombre très faible des déclarations de soupçons des secteurs non financiers. Et c'est une question qui est revenue dans le rapport d'évaluation mutuelle et dans le rapport de l'ICRG. Donc, en fait, si j'ai bien compris, les banques ne sont habituées à ce texte et qu'elles arrivent à remonter quand même des informations par rapport à ce texte de loi qui est appliqué. Sauf si j'ai mal compris. Oui, mais vous savez que les nouveautés c'est-à-dire de la nouvelle loi, la 12-18, il n'a pas apporté grand-chose en matière de vigilance et de mesures de vigilance. Là, c'est surtout le bénéfice effectif, le registre public du bénéfice effectif, l'instauration de la Commission nationale. C'est-à-dire que je parle de la Commission nationale en charge de l'application des sanctions financières ciblées. Donc, il n'y a pas grand-chose en matière de vigilance, en matière de... C'est les mêmes, parce que la loi 4305 a fait l'objet d'une révision en 2011. Elle a repris l'essentiel pratiquement toutes les obligations de vigilance qui sont dans les recommandations révisées du GAFI. Mais la loi 12-18, c'est surtout pour répondre à un certain nombre de lacunes stratégiques telles que le registre le bénéfice effectif, la commission des sanctions financières ciblées, l'ANRF, l'instauration de l'ANRF, etc. Donc, en matière d'obligation de vigilance, il n'y a pas grand-chose. Donc, il abrite le goût, les personnes assujetties, les EPNFD pouvaient faire mieux parce que les obligations, ou d'ailleurs, on a des contacts avec l'ordre des experts comptables, on avait organisé des campagnes de sensibilisation, des ateliers, des webinaires, pas des webinaires, mais c'est vraiment des ateliers en présentiel. Et, ils ont même d'ailleurs, j'allais évoquer cette question. Ils avaient contribué à l'élaboration du rapport d'évaluation mutuelle, le rapport d'évaluation des risques, national des risques. Donc, justement, pour le rapport national des risques, en 2019, on a adopté le premier rapport d'évaluation nationale des risques et qui a été mis à jour récemment. Et rien que cette semaine, le chef du gouvernement a adopté le rapport de mise à jour de ce rapport d'évaluation nationale des risques. Merci beaucoup, Sead Al-Jbar. J'ai une dernière question par rapport à ce registre des bénéficiaires effectifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose, qui doit le constituer, comment ça fonctionne? Si on peut avoir un petit topo rapidement sur ce registre pour éclairer un peu nos confrères et si vous pouvez, si vous pouvez aussi rajouter si vous avez un commentaire, n'hésitez pas. Donc, allez-y, Alors, l'article, parmi les nouveautés phares de la loi 12-18, c'est l'instauration
le registre public des bénéficiaires effectifs. L'article 13.3 dispose qu'il est créé auprès d'autorités gouvernementales chargées des finances un registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales constituées au Royaume du Maroc et des constructions juridiques. Il peut confier la gestion de ce registre à un organisme ou établissement public en vertu d'une convention. Alors justement, ou bien sûr le dernier paragraphe, les modalités et la tenue de ce registre, les données qui y sont consignées, les obligations des personnes déclarantes et les conditions d'accès aux informations centralisées sont fixées par voie réglementaire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de cet article? Déjà, il y a eu la signature d'une convention entre le ministère des Finances qui est chargé du registre avec l'ANPIC, puisque l'ANPIC dispose déjà d'une base de données du registre de commerce. Donc, il est le mieux placé pour abriter cette plateforme qui est le registre public des bénéficiaires effectifs. Ça, donc, les principales informations, ou pratiquement, c'est-à-dire les principales informations sont tirées, sont puisées du registre de commerce, de la base de données du registre de commerce. Donc, il y a de la convention, il y a un décret qui est publié, le bulletin officiel, et qui régit ce registre public des personnes, le registre public des bénéficiaires effectifs, où les obligations des personnes déclarantes. On parle des personnes déclarantes, les sociétés surtout, et les constructions juridiques, les conditions d'accès aux informations centralisées, etc. Parmi les personnes ou les entités qui ont accès à ce registre, les personnes assujetties dans le cadre de l'exercice de leur mission de mesures de vigilance, application des mesures de vigilance. C'est-à-dire que la personne assujettie a l'accès à ce registre. Et bien sûr, le décret définit les conditions, comment déterminer le bénéfice effectif en se basant sur la détention du capital 25% sur celui qui détient la personne physique. Parce que le bénéfice effectif ne peut pas être une personne morale. Donc, c'est la personne physique qui est derrière une personne morale. Donc, c'est la personne qui détient directement ou indirectement 25% de la part capitale ou des droits de vote. Ou qui contrôle par n'importe quel moyen cette personne morale. Merci beaucoup, messieurs, pour le temps que vous nous avez accordé, pour votre brillant exposé, pour vos réponses claires et précises. Encore une fois, si j'ai bien compris, le ministère des Finances va nous communiquer donc à peu près toutes les questions qu'on s'est posées à travers un guide pratique qui va répondre, je pense, à toutes nos problématiques et encore plus. Par rapport à cela. Bon, il est évident qu'il faut encourager toutes les entreprises, notamment dans l'agriculture, à produire des états de synthèse, parce qu'effectivement, les fonds qui proviennent de l'agriculture et qui sont des fonds où les entreprises ne payent pas d'impôts à moins de 5 millions de dirhams, alors ils sont exonérés d'impôts, mais ils ne sont pas exonérés de produire des états financiers, d'autant plus qu'il y a un plan comptable agricole. Donc, je pense que ça serait aussi un moyen de pouvoir rendre les choses beaucoup plus transparentes par rapport à cela, bon, ça c'est mon point de vue, mais je pense que c'est aussi un outil de transparence. En tout cas, vraiment merci. Merci Simo Karim, merci Sermeli de vos exposés, du temps que vous avez accordé. Je sais que le ministère des Finances va, avec la NRF, peut-être faire une caravane pour sensibiliser un peu les entreprises et peut-être et tous les partenaires sociaux dans différentes régions. L'ordre, bien entendu, écoutez, on est honoré d'être avec vous et d'avoir pu sensibiliser nos confrères et bien entendu, nous sommes vraiment à l'écoute et pour toute aide dans ce sens-là. Et encore une fois, si vous avez un mot de fin, n'hésitez pas. Et encore une fois, merci pour vos commentaires et pour votre présence. Merci beaucoup, c'est Karim. Ramadan Karim, Leila Moubaraka. On est toujours fiers de travailler avec vous, avec l'Ordre des experts comptables. J'espère que cette fois-ci, Inch'Allah, ça va bien sûr, on va continuer nos réalisations ensemble. On a réalisé beaucoup de choses ensemble et on va, Inch'Allah, réaliser d'autres choses. Au niveau du site du ministère de l'économie et des finances, il y a une plateforme qui est dédiée
à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Et au niveau de cette plateforme, on va publier toutes nos productions, tous les guides, les notes circulaires, les lois, même les comptes rendus des rencontres, etc. Merci beaucoup. Et merci également aux représentants de l'ANRF. À mon tour, C'est bon. merci. À mon tour, je tiens à vous remercier, c'est Karim, l'Ordre des experts comptables, la DEPP pour cette invitation. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Et on est là pour vous accompagner dans toutes les actions que vous entamez, Inch'Allah. Ou Ramadan Mubarak ou Laylat Qadr Mubarak, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci, chers confrères, chers consoeurs, encore une fois, d'avoir assisté à cette conférence et à ce webinaire. Là, encore une fois, Laylat Qadr Saïda, Mubaraka, et à très bientôt pour une nouvelle formation et une nouvelle sensibilisation. Au revoir à tous et bonne soirée. Wow. Merci, au revoir.